Bonjour, bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et entreprises qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, travaux, crowdfunding, tokenisation. Mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour découvrir leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si vous voulez découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font, abonnez-vous et rejoignez-moi dans cette conversation. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Grenier. J'ai le plaisir de recevoir Maxime Wafflard. Alors je fais juste une petite intro. Maxime, on avait décidé d'enregistrer il y a quoi, peut-être 2 mois, un peu moins de 2 mois. Ouais, c'est un peu plus de 2 mois. Ouais. Sauf que la technique en a décidé autrement. Donc du coup, on a été un peu bête sur le coup, on a mal appuyé sur les boutons et on se retrouve à réenregistrer aujourd'hui. Exactement. Alors Maxime, j'avais commencé l'intro, je me souviens, la dernière fois en te disant je ne sais pas comment. Et aujourd'hui encore moins parce que de ce que j'ai appris ces dernières semaines, de ce que tu m'as dit. Mais si je devais un petit peu t'introduire, tu es quand même, on peut le dire, un vrai entrepreneur dans l'immobilier. Tu étoffes un petit peu, tu épaissis ton cuir autour des métiers de l'immobilier, puisque tu as été chasseur chez Green Living. Exactement. Tu es maintenant, on va parler au présent, marchand de biens à temps plein, accompagnateur dans l'immobilier, et demain, dans un futur proche, une création d'agence immobilière sur la région Montpellier et j'imagine bien plus loin par la suite. Et alentour, exactement. C'est ça, tu as tout compris. Merci déjà encore de me réinviter dans ton podcast. Ça fait plaisir. Non, c'était très bien ce premier podcast qu'on a fait ensemble. Et puis je me suis dit, tu vois, en venant dans la voiture, qu'on allait faire un podcast différent parce qu'en 2 mois, il s'est passé tellement de choses. Quand on est entrepreneur comme ça, on a plein d'autres choses à raconter, plein d'autres choses à dire. Donc je suis sûr que même nous, on ne s'ennuiera pas dans le podcast en échangeant ensemble sur ça. Aucun souci. Donc la première partie vraiment purement marchand de biens. Aujourd'hui, c'est mon activité principale. C'est là où je mets le plus d'énergie et c'est ce qu'on développe le plus parce que c'est ce qui nous rapporte aussi de l'argent. Il y a une partie accompagnement que maintenant je limite un petit peu, où j'essaye de m'organiser, de voir comment je peux faire un peu différemment pour pas que ça dépende trop de mon temps et que j'investis. Et après, une partie création d'agence immobilière qu'on va ouvrir en septembre, mais on pourra en parler dans le podcast, mais qui a un gros lien avec finalement le marchand de biens, puisqu'on crée cette agence immobilière-là par rapport à notre activité de marchand de biens. Ok, bon, on va pas tout dévoiler, on va fonctionner par étapes. Mais déjà, c'est quoi un peu ton parcours de... Alors moi, je le connais, donc c'est sûr que tu vas peut-être te répéter vers moi, mais les gens qui ne te connaissent pas ou qui nous suivent ne te connaissent pas. Comment est né l'amour pour l'immobilier ? Écoute, l'amour pour l'immobilier, c'est une longue aventure. La première étape, ça s'est passé par une conciergerie immobilière que j'ai créée quand j'avais tout juste 18 ans. Je rentrais en école de commerce et on a créé cette conciergerie immobilière avec 2 amis à moi. C'était une aventure incroyable et j'ai découvert ce que c'était que l'immobilier puisqu'on gérait des villas plutôt luxueuses. Oui, c'est vrai. Aux alentours de Montpellier. Donc c'est vrai que... À 18 ans, c'est pas mal quand même d'avoir chopé ce type de produit quand même. Ouais, j'avoue que c'est une histoire un petit peu drôle puisqu'on pensait pas s'orienter vers le luxe. On avait cette idée-là de se dire que dans le luxe, il y a des marges de luxe, mais on a surtout eu la chance d'avoir une première villa luxueuse qui nous a permis après de démarcher d'autres villas luxueuses dans le même style et même des appartements avec vue mer très luxueux qui valaient plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on a commencé par la conciergerie et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de locataires ou même de propriétaires de la conciergerie qui investissaient dans l'immobilier. Et j'avais toujours eu cette appétence-là pour l'investissement parce que j'aimais bien la passivité que ça apportait. Et du coup, je me suis renseigné pas mal de fois, j'ai fait des formations et je me suis intéressé à l'investissement locatif et particulièrement du coup à la colocation après, vu que je suis rentré chez Green Living avec toi et que c'est le produit que les clients nous demandaient pour la plupart. Ah oui, majoritairement, ouais. En majorité, donc du coup... on s'est spécialisé là-dedans et moi je me suis dit c'est vrai que c'est un bon compromis pour avoir du rendement à Montpellier et pour pas aller investir trop loin comme Béziers par exemple où il y a des locataires qui sont plus difficiles à gérer. Donc du coup je me suis dit go, on part sur la colocation à Montpellier. C'est comme ça que j'ai découvert l'investissement dans l'immobilier. Parce que du coup, quand tu as créé ton agence, alors moi je le sais encore une fois comment tu as fait, mais j'aimerais que les gens comprennent que c'est à la fois difficile et facile, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un chemin à faire et que par exemple pour acquérir les villas, comment tu as fait pour avoir la première ? Parce que souvent c'est le 0 à 1 qui est difficile, 1 à 2 un peu moins, 2 à 3, bon bref, voilà. C'est ça. Raconte un peu cette histoire parce qu'elle est intéressante. Pour le coup, c'était...
on savait pas comment partir. Donc au début, on s'est lancé sur les réseaux sociaux, on a démarché un petit peu les agences immobilières dans le fait de se dire peut-être qu'elles ont eux des biens à la location qui seraient intéressés pour qu'ils ont en mandat, etc. et qui seraient intéressés pour optimiser leur rendement l'été et le louer en location saisonnière, etc. On a fait toutes les stratégies, il n'y a pas grand-chose qui a marché. Et puis après, on s'est dit on va faire des flyers et on va aller faire du porte-à-porte. C'est-à-dire qu'on va aller chez eux, faire le cold call, le call contact le plus difficile, quoi. Du porte-à-porte, tout simplement. Et du coup, aller les voir, leur donner un flyer et leur expliquer notre principe, notre conciergerie. Et donc là, on leur expliquait ce qu'on voulait faire pour eux, pour louer à l'été. Et au début, on a pris je sais pas combien de milliers de portes. Combien vous avez édité de flyers ? On avait pris 12 000 flyers. 12 000 ? 12 000 flyers. J'avais pas le chiffre en tête. C'est énorme. Et pour le coup, les 12 000 étaient passés. Et on arrivait proche de la fin, il nous en restait une centaine, où on se dit, on distribue la fin de ces flyers-là, et si on n'a toujours pas de retour, on va trouver un job, parce que je crois qu'on était quasiment en juin, et on voulait travailler juillet-août ensemble. Donc on se disait, si on n'a pas cette maison-là, si on n'a pas de maison, on arrête, on laisse tomber, et puis on va trouver un job pour juillet-août. Et finalement, je crois qu'on s'était dit, on arrête la semaine d'après, le samedi d'avant, je reçois un coup de fil. C'était mon numéro de téléphone qui était sur le flyer. Et du coup, une madame Balducci, on peut dire son prénom, son nom de famille pour le coup, qui nous appelle et qui nous dit j'ai eu votre flyer dans la boîte aux lettres. Ça m'intéresse qu'on se rencontre. Et donc, on s'est rencontrés. Elle nous a tout négocié de A à Z. C'est-à-dire qu'on avait mis 30% de commission. Pour elle, on était à 7,5%. 7,5% ? Ouais, on s'est prostitué. Mais on s'est dit, franchement, c'est pas grave. Peu importe, on veut cette première baraque. Même à travailler gratos, je l'aurais fait. Ouais. Parce que finalement, cette première baraque, j'avais déjà la vision de me dire qu'elle allait m'ouvrir toutes les autres baraques du quartier, du secteur de Montpellier et surtout du domaine du luxe. Ouais. Et on voulait travailler dans ce domaine-là. C'était finalement ce qui nous intéressait le plus quand on est rentré dans cette baraque. On a fait waouh, mais c'est un truc de fou. On n'avait jamais vu une baraque aussi belle. Elle a été revendue depuis, tu vois, donc j'ai regardé sur Télescope combien elle avait été revendue et tout. Elle a été revendue 4,5 millions. Donc c'est une baraque qui valait quand même beaucoup d'argent. Et on s'est dit, c'est génial, Madame Balducci nous a fait confiance, elle nous a signé ça, 7,5%, on va perdre de l'argent même en l'exploitant avec les frais de ménage, etc. Mais c'est pas grave, on a une première baraque. Et du coup, on a recommencé, ça nous a redonné un gain d'énergie, le porte-à-porte, en disant, écoutez, on travaille pour une de vos voisines, est-ce que ça vous dit qu'on travaille pour vous ? Et donc déjà, la crédibilité... En redonnant des flyers ? Alors, même pas, je crois qu'on en avait refait et qu'on a mis les photos de sa baraque sur les flyers. Ah oui. Mais je crois même pas qu'on redonnait le flyer la semaine d'après. Je crois qu'on n'avait pas tout de suite, juste en retoquant. Et juste en disant, écoutez, on a Madame Balducci en client qui était juste à côté, une de leurs voisines. La crédibilité était passée. Et du coup, il y a 2-3 personnes qui travaillaient directement en direct sur Airbnb qui nous ont dit, ok, go, on vous la donne en responsabilité cet été. Donc, finalement, de 0 à 1, comme tu le dis, ça a été le plus difficile. Je crois que c'est quasiment 5 mois de prospection où tous les soirs, en sortant du lycée, on prenait la petite voiture là et on allait se balader dans les quartiers de 17h à 20h en se prenant je sais pas combien de portes, mais en étant résilient. Et puis le fait de le faire à 3, c'est ça qui nous a permis de tenir. Ouais, je l'aurais fait seul, au bout de 2 semaines, j'aurais arrêté. C'est tellement difficile le porte-à-porte, surtout que la plupart répondent pas. C'est très long, c'est chronophage. Et puis il faut avoir le sourire, c'est ingrat. Être content. C'est hyper ingrat. Ouais, c'est ingrat. Et du coup, on doit être 5 mois, donc de 0 à 1 villa, et de 1 à 4 villas, je crois qu'on met 2 semaines. Donc, juste en utilisant cette technique-là, de dire, voilà, on a la première porte d'entrée, c'est cette villa-là, on la montre, et une fois qu'on a les 4, c'est de plus en plus facile. Et on en vient même, dès la deuxième saison, à refuser des villas parce qu'elles n'étaient pas soit assez haut de gamme, donc elles ne rentraient pas dans les critères, soit qu'elles étaient passées en table, pas de feeling avec le propriétaire et tout. Mais au début, on acceptait tout, et puis après, on devenait de plus en plus restrictif sur ce qu'on choisissait. Cette aventure s'est bien passée, mais pour le coup, ça aussi, c'était une aventure humaine avant tout avec mes associés, où on s'est associés pour les mauvaises raisons. On était ensemble parce qu'on était potes, amis. On n'était pas forcément complémentaires, on n'avait pas forcément la même vision de l'entrepreneuriat, on n'avait pas la même maturité ensemble. Donc, ce qui a fait que forcément, ça en venait à détériorer nos relations amicales. Et du coup, on a décidé d'arrêter. On a décidé d'arrêter cette partie-là. On a revendu quelques clients en apportant d'affaires, mais pour le coup, on a plutôt arrêté cette activité-là pour se concentrer pour que moi je me concentre
sur Green Living, sur cette aventure-là qui me prenait beaucoup plus de passion déjà et où j'avais l'impression de m'investir d'autant plus dans un projet qui m'intéressait. Mais du coup, tes collègues, là, l'immobilier, ils ont une aversion maintenant ou c'est quoi un peu ce qu'ils en ressortent Quand je te disais des différences de maturité, c'est que eux, ils étaient encore au lycée, et qu'ils rentraient du coup en prépa ou alors en fac de droit. Eux, c'était un side business pour eux, cette conciergerie-là. Moi, je voyais ça comme un business où j'avais la vision de me dire, et ils partageaient cette vision-là parce qu'ils n'arrivaient pas à me dire non, mais eux, finalement, personnellement, ils ne voulaient pas ça, ils n'avaient pas envie de ça. Moi, je m'étais dit, on est dans toute la France. Dans 5 ans, on est dans toute la France. Ça, ils devaient se bouffer intérieurement, les pauvres. Costa Brava dans 2-3 ans. Moi, c'était la vision que j'avais, mais clairement. Et c'était de me dire, on va faire ce qu'on a fait sur Montpellier en si peu de temps. Finalement, on peut le faire partout. Et tu penses que c'est possible quand même ? Si tu avais voulu pousser... Non. Ah non. Non, c'est pas possible. En gardant cette qualité-là, finalement, c'est pas possible. C'est-à-dire que je vois beaucoup de modèles de conciergerie et même j'interviens aussi dans des conciergeries pour leur expliquer un petit peu, notamment avec Riviera Prestige là, qui sont sur Nice, qui ont une super grosse conciergerie. Je suis intervenu avec eux pour voir comment le fonctionnement de dupliquer finalement ça, parce que c'est comme le clé en main, c'est pas scalable. C'est duplicable, mais pas scalable. Et donc du coup, en fait, il faut un city manager par ville qui va gérer ces quelques lots, mais en même temps, il peut pas gérer trop de lots, il faut des équipes de ménage sur place. Donc c'est possible dans certains secteurs de dupliquer. Mais la croissance que je voulais était impossible. Parce que moi, j'avais une croissance dite scalable. Je pensais qu'on pourrait ouvrir 3 villes comme on en ouvrait une. Mais non, chaque ville prend son temps d'ouverture, etc. Non, après, tu as des boîtes, The Collectionniste, peut-être, je me trompe, parce qu'ils ont le même modèle. Mais eux, c'est plutôt un Airbnb de luxe. Ouais, c'est ça. En gros, c'est pas du tout le même... C'est pas de la conciergerie, à proprement dit. C'est-à-dire qu'il y a des services de conciergerie, mais il n'y a pas un accueil, etc. personnalisé. C'est un peu différent. C'est plus du Airbnb. Tu le payes un peu, je crois. Exactement. Tu payes au cas par cas et il n'y a pas de city manager qui va connaître la ville, qui va donner les services, les restos, etc. à côté. T'as pas ça. C'est-à-dire que tu as un service de conciergerie, de gestion de conciergerie. C'est-à-dire si tu veux aller de un point A à un point B, voilà. Mais là, nous, on avait un service où on pouvait leur proposer, voilà, vous voulez faire des activités tous les matins pour vos enfants, ils ont quel âge, etc. On leur présentait les activités, on leur réservait les activités, on leur réservait le taxi qui allait les amener à ces activités-là. Donc c'était complet dans la gestion finalement de leurs vacances. D'accord, mais il y a ici Iconic House, je crois aussi. Iconic House, ouais. Thibault Elzière. C'est ça, mais là c'est leur maison. C'est-à-dire qu'ils ont... ils achètent, Ils achètent leur maison, ils les rénovent, et c'est encore un peu différent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette gestion-là du propriétaire. C'est eux leur propre propriétaire, mais pour le coup, oui, là c'est un principe de conciergerie en lui-même, quoi. D'accord, ok. Du coup, cette conciergerie, tu... la ferme ? Oui, on la ferme en quelque sorte. Tu la mets en sommeil, je veux dire. On la met en sommeil quelques temps et tu vois, je la ferme cette année là pour le coup parce que je voulais reprendre une activité de sous-location professionnelle. Ah oui, c'est vrai. On en parlait dans les podcasts avec ma mère et finalement on s'est rendu compte qu'avec l'agence, avec tout ce qu'on a créé, ça allait être une activité en plus et en termes de temps passé par rapport aux gains financiers, c'est pas forcément le plus intéressant. J'essaye vraiment de me remettre en question de manière permanente sur tout ce que je fais et de me dire quel est là où j'ai le plus de valeur à ajouter, là où j'ai le plus d'argent à gagner et là où j'ai le moins de temps à perdre. Et souvent, dans cette équation-là, on en ressort de « Ah, ce projet-là, il n'est pas dans le bon timing par rapport à ce que j'ai envie actuellement. » Et ben là, c'est la sous-location, c'était ça. C'était de se dire, c'est un projet où où j'investis ma mère dedans, dans ce projet-là, qui va le gérer, et après, ça sera de manière autonome. Mais l'inertie pour arriver à ça est beaucoup trop importante. Et avec les projets qu'on a actuels, n'est pas possible. Ok, parce que du coup, je connais ta mère, Chantal, sûr. Je connais quand même assez bien. Elle fait quoi du coup dans ton écosystème là ? Elle travaille à 100% pour moi dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que aujourd'hui, principalement, elle travaille pour le club de hand, dont je suis le président. Ah oui, c'est vrai, oui. Elle est trésorière bénévole, mais il y a tellement de taf à avoir qu'aujourd'hui, principalement, parce qu'on peut se le permettre, elle est salariée sur la holding. Elle me facture maintenant sur la holding en auto-entreprise, mais elle gère le club de hand. Parce que le but, c'est que moi, j'ai le moins de temps à passer sur le club de hand. Mais même si aujourd'hui, ça me passionne beaucoup, j'ai beaucoup d'activités à côté qui ne me permettent pas d'être investi pleinement sur le club de hand où je suis président. Donc voilà, c'est elle qui gère cette partie-là. Parce que c'est vrai qu'au-delà de tes casquettes personnelles, tu es quand même président du club de hand. Il y a autre chose ? Arbitre national de handball. Arbitre national de handball. Tu as continué ou pas ? Non, si, je continue. Mais avec avec Timothée, exactement, tu t'en souviens. J'essaye.
J'essaye. Non, mais pour le coup, il s'est blessé, Timothée, le pauvre. Donc lui, c'est vrai que l'arbitrage, c'est un gros projet dans sa vie, et c'est un gros projet qu'on partage ensemble. Et pour le coup, il s'est blessé en janvier dernier. Il s'est fait les ruptures des ligaments croisés antérieurs. Et donc du coup, on est off jusqu'à septembre. Donc, et tu peux reprendre en septembre, il reprendra, ouais. Mais toi? Ah si, moi je pourrais continuer avec un autre binôme et tout, mais moi ma passion c'est d'arbitrer avec team, donc arbitrer 2-3 catégories en dessous avec un autre binôme, pas forcément ce qui m'attire, donc j'ai dit j'ai arbitré 2-3 matchs avec Romain, un très bon pote à moi, mais pour le coup j'ai pas mis full disponibilité par rapport à ça, on s'est dit on reprendra en septembre. Fort avec Timothée. Donc tu as délégué le hand, l'arbitrage pour l'instant off. Ouais, off. Mais c'est pas plus mal finalement avec tout ce qui arrive en ce moment. Bah ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est pas plus mal, mais j'ai hâte de reprendre parce que ça m'amène un équilibre énorme. Ouais. C'est-à-dire que c'est ma soupape à partir du moment où je suis dans la voiture avec Timothée. Il n'y a plus de business, plus d'IMO, plus de renta. Ou un peu, ouais. Il m'en parle, il s'intéresse à ce que je fais. Moi, je m'intéresse à ce qu'il fait aussi. Donc, on en parle un petit peu, mais d'une manière très différente. Et c'est pas business, problème, etc. Gérer, gestion. C'est plus décontracté. Et même, ça me fait du bien des fois de lui en parler parce qu'il a une vision totalement différente. Et il m'apporte des trucs où, pourquoi t'as pas fait comme ça, pourquoi t'as pas fait comme ça. Et je me dis, bah ouais, en fait, finalement, c'est pas une si mauvaise idée. Et il y a plusieurs fois où on a des discussions très pertinentes. Et non, on s'entend tellement bien avec Timothée sur ça que c'est ma soupape. À partir du moment où on part arbitrer, on est ensemble, on arbitre, on fait notre match, au retour on débriefe du match évidemment et on passe un bon moment. Donc j'ai hâte de reprendre cette soupape là parce que du coup je l'ai remplacée par du travail le week-end, donc j'ai hâte de pouvoir reprendre l'arbitrage. Bon, parfait. Bah, du coup, on revient un peu sur l'IMO. Ouais. L'IMO, donc Precious Houses, sommeil. Et là, donc, Greenling arrive dans ta vie. Exactement. La rencontre avec Michael. Ben non, mais franchement, moi, je l'ai dit dans le premier podcast et je le redis là avec grand plaisir, mais tu as été mon mentor. Moi, dans l'immobilier, c'est toi qui m'as... Je sais pas si mentor est un vrai mot. Si. Ça me dérange un peu, ce terme. Mentor, pourquoi tu trouves ça gourou? Ouais. Parce qu'en fait, je pense que c'est plus qu'on a trouvé une complémentarité et des synergies à bosser ensemble. Oui, mais si tu veux, dans l'aspect mentor, moi, tu vois, sur la différence d'expérience que j'avais, où moi j'avais 0 expérience et tu m'as fait gagner 10 ans d'expérience. Après, t'apprends vite quand même. T'apprends vite. Mais bon, tu vois, donc cette partie-là, moi, je la sens pas gourou, moi, mentor. En tout cas, il n'y a pas de connotation comme ça. Donc, mais plutôt une connotation peut-être, tu vois, limite prof, en fait, qui m'apprend sur ça. Ouais. Et là où je me suis dit que la relation a été gagnante-gagnante, c'est que je savais ce que je pouvais aussi t'apporter. Ouais. Donc je m'étais dit, je sais ce que je peux lui apporter, je sais ce qu'il peut m'apporter, go, on y va, on fonce. Et je crois qu'une semaine après t'avoir rencontré, on s'est rencontrés en premier à Paris, 2 semaines après t'avoir rencontré on a déjeuné au marché du lait ensemble, j'ai quitté mon école de commerce. Chez Bivouac, je me souviens. Je quitte mon école de commerce et la semaine d'après je commence avec toi à me former sur le terrain et je crois que le premier appartement je le trouve très très rapidement. C'est celui de Fanny, un mois après. Fanny, ouais. Je sais plus. J'ai plus la chronologie en tête. C'est avenue Marshall, le premier appartement. Ok. Très rapidement. Je crois un mois après que je commence, on a trouvé le premier appartement. Ok. Et après, on a eu une période d'euphorie de dingue où on en trouve 3, 4, 5 très très rapidement. Et après, le marché est un peu plus difficile, etc. C'est retourné. Même. Donc, c'était un peu plus difficile, mais c'est vrai que c'était génial, quoi. Une période d'apprentissage énorme pour moi. Où j'avais l'impression d'avoir investi dans 15 appartements en même temps via des clients et du coup apprendre ça et moi-même durant cette période-là pouvoir investir de mon côté avec ma mère. Ouais, non, c'est vrai que cette période était géniale. J'aurais aimé qu'elle le reste, mais qui pouvait prévoir un retournement en 12 mois de taux parce que c'est ça qui a cassé le game du marché immobilier locatif au sens large. Ouais. C'est ça qui a appuyé un peu la descente de certains gros acteurs comme Mastéos ou même comme ImmoCities, bon, peu importe, là, pour différentes raisons. Mais en fait, ces gens-là seraient encore là avec un marché, on va dire, haussier. Tu penses avec Mastéos serait encore là avec un marché haussier ? Et oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, même si on est d'accord sur la phrase, c'est pas scalable, pas duplicable, mais à un moment donné, les VC, à un moment donné, voulaient chercher de la rentabilité. Ouais. Et je pense qu'en fait, avec des taux inférieurs, ils auraient pu être sauvés. Ils auraient eu des moments compliqués, je pense. Moi, je crois que ça aurait été juste différé. Je pense que dans l'exécution, ils étaient tellement mauvais. Tu vois, les retards de chantier, il y a 1 million de travaux qui sont pas... Enfin, tous ces problèmes-là auraient fait que de toute façon... Ils auraient. Mais l'argent levé leur aurait permis d'être gommé. Ouais, ils auraient relevé de l'argent, tu penses mais bien sûr. Ils étaient en série A ou B, je sais plus, mais en série A. Ils étaient déjà en série B, je crois. Ouais, mais bon, dans ces boîtes-là, ça doit être du C, D, E. Ouais. Non, et puis, il y a tellement de métiers. En fait, c'était une boîte de travaux
et de gestion et pas trop de transac. Mais c'est la transac qui te permet d'accéder à l'immobilier. Donc, peut-être que tu as raison, mais la lecture que je peux en faire... Oui, ça s'est accéléré de toute façon avec la baisse des taux, ça c'est évident, et ça a fragilisé beaucoup de boîtes de clés en main. Exactement. Parce que le marché était beaucoup plus compliqué à appréhender, les vendeurs ne voulaient pas forcément baisser leur prix, etc. Et puis les acquéreurs d'investissement locatif, ils investissent pour la plupart du temps pour des raisons soit fiscales, pour des raisons de création de patrimoine, etc. Mais ce n'est pas des raisons d'urgence. Et je le vois moi aujourd'hui en marchand de biens, les gens investissent par nécessité. Ils achètent parce qu'ils ont besoin d'acheter. Ils n'achètent pas forcément trop par plaisir dans ce marché actuel. Donc du coup, forcément, le marché a complètement changé. Et nous, notre cible de clients pouvait se permettre de différer leur achat ou d'attendre de voir venir en tout cas. Et du coup, un peu plus difficile de trouver des clients dans cette situation-là. Et en même temps, le marché qui ne permettait pas d'avoir des rentabilités avec la montée des taux qui était aussi intéressante qu'avant. Mais du coup, là, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, on a parlé de PH, Precious Associates, Green Living, que tu as fait, je crois, 18 mois. Ouais, à peu près, un an et demi, c'est ça. Ensuite est venu le marchand. Donc, moi, je sais un petit peu la passerelle, mais explique un moment donné. Parce qu'en fait, quand je dis que tu vas vite, c'est qu'en fait, tu es passé faut dire en moins de 3 ans, on va dire 2 ans et demi, 3 ans. Je veux pas, 3 ans, c'est ça. Je veux pas faire trop le youtubeur, mais en gros, assez rapidement, dans une échelle de temps, tu es passé donc, de gérant d'une conciergerie, chasseur aguerri ou responsable d'acquisition chez nous. Ensuite, tu es passé marchand de biens en très peu de temps. La passerelle entre investisseur locatif et marchand de biens. Première question, est-ce que tu penses parce que ça c'est un peu pas mon combat, mais en gros je trouve que les gens qui veulent se lancer en marchand de biens, parce que c'est un peu la hype en ce moment, depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est clair. De suite avant de faire l'investissement locatif, quel est ton avis là-dessus? Et est-ce que la passerelle de investissement locatif à marchand est essentielle? Je te laisse répondre, tu as 5 minutes. Moi, je trouve que commencer par du locatif, c'est primordial. C'est hyper important. Pourquoi? Alors, commencer par du locatif parce que se planter en marchand de biens, c'est très facile. Perdre de l'argent en marchand de biens, c'est très facile. On n'en parle pas assez de ça, mais il y a beaucoup de marchands de biens qui perdent de l'argent sur des opérations immobilières. Donc, l'avantage, c'est que prendre de l'expérience dans du locatif, perdre de l'argent dans du locatif, il faut quand même le faire. Il faut quand même le vouloir pour perdre de l'argent. Ça permet de tester plein de choses, de faire un acte authentique, faire un compromis, de voir tous les rouages de l'immobilier avant même de se lancer dans le marchand de biens. La seule raison pour laquelle moi je pense que le marchand de biens serait vraiment très intéressant et le seul type de profil, c'est pour des personnes qui ont énormément de cash, qui ont vendu des boîtes à la limite et qui ont énormément de cash et qui se disent franchement placer cet argent-là avec un effet de levier trop important et ne pas générer d'argent tout de suite alors que c'est mon activité principale, je trouve ça dommage. Mais bon, bref, commencez quand même par un petit locatif, tu vois, un petit immeuble, 3-4 appartements, qu'on va pouvoir même arbitrer partiellement. On rénove les 4 appartements, on en revend 2, ça améliore notre rentabilité, on en garde 2, on libère du cash et ce cash-là, on le réinvestit en marchand de biens. Tu vois, c'est important pour moi de commencer par du locatif. Et en plus de ça, franchement, quand tu es marchand et que tu vas chercher un financement, montrer ce que tu as fait en locatif, c'est de suite bien, c'est de suite mieux. Auprès des partenaires bancaires et investisseurs financiers. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup appuyé sur ça. J'ai beaucoup appuyé sur le fait que, à 18 ans, j'avais quand même levé entre 18 et 19 ans et demi, j'avais levé quasiment 1 million d'euros pour de la colocation à Montpellier et que les colocations se remboursaient, qu'il y avait 0 impayé, etc. Et que le premier bilan financier, en tout cas de la SCI, était parfaitement viable. Donc, je l'aurais appuyé sur ça. C'est pas ce qui a fait que. Mais ça a joué. C'est un élément supplémentaire quand même. Exactement. C'est pas le mec qui s'est inventé marchand de biens le matin même et il vient nous demander 400 000 balles. C'est pas comme ça qu'ils l'ont perçu. Donc c'est ça qui a été bien. Et du coup après, marchand de biens, c'est à la mode. Il y a eu la LCD qui était à la mode il y a un moment, il y a quelques 2-3 ans. Puis le marchand de biens aujourd'hui parce que les gens voient l'argent facile et rapide. On est dans une société tellement de consommation qu'il faut gagner du cash 50 000 euros en 6 mois. Il faut pas gagner 50 000 euros en 2 ans. C'est pas possible. Tu vends 50 000 euros en 2 ans, le mec il te regarde, il n'achète pas ta formation. Il faut du 50 000 euros en 6 mois. Et ce phénomène-là, finalement, qu'on a, pousse les formateurs à amener sur le marchand de biens. Et du coup, c'est possible, 50 000 euros en 6 mois ? 50 000 euros en 6 mois, évidemment que c'est possible. Mais il faut trouver la bonne opération, et il faut avoir d'expérience, etc., etc. Je vais même te dire, moi j'ai une opération en ce moment où on va faire un peu plus de 50 000 euros. On est à 65 000 euros en moins de 6 mois, sans porter le projet, sans même sortir quasiment 1 euro. Allez, je vais mentir, j'ai sorti 647 euros d'acompte de géomètre où je vais même pas au bout. J'ai un projet et 400 euros de rédaction d'acte sur la promesse de vente. J'ai un projet où on devait découper une maison avec un terrain et
par chance, dynamique de marché sur un microcosme qui est proche d'Alès, où il y a beaucoup d'intérêt. On a un de nos acquéreurs qui visitait que la maison, qui nous a dit j'achète la maison et le terrain sans division. Et je vous propose, au lieu du coup on sort à 15% de marge au lieu de 25% de marge. Ouais, mais là, c'est du volume, du lot. C'est-à-dire que moi, ce que je me suis accordé avec le propriétaire pour faire une vente concomitante, donc une vente à terme. Ouais. Donc lui, il va nous faire une vente à terme de 2 mois. On va vendre pendant cette période-là la maison. Et du coup, l'argent qu'il va nous donner, donc on achète, j'ai pas de tabou moi sur les chiffres, donc on achète 285 000 euros. Je lui ai dit que je remontais de 5 000 pour qu'il accepte la vente à terme. Donc j'achète du coup 290. J'ai à peu près 10 000 euros de frais notaires, je crois que j'ai 9 008 exactement. Peut-être que ça sera revalorisé un peu plus, mais bon, pour. Ouais, 10 000. On va dire 10 000, donc 300 000 euros. Et on vend ça 370 000 euros. Ok. J'ai à peu près 5 000 euros de frais. C'est-à-dire qu'on a des frais d'agence où elle nous a pris 3 500 juste pour l'autre vente. Et j'ai à peu près les frais de géomètre là aussi. Donc que je te disais, 400 balles de frais Enfin 600 balles de frais de géomètre et 400 balles de frais d'acte. Donc on va dire 5 000. Donc on a 65 000 euros de marge nette dans notre poche sans porter le projet. Porté par la boîte, hein. Alors c'est même pas porté par la boîte. C'est-à-dire qu'en vente à terme, finalement, j'aurais juste payé les frais de notaire et les frais d'agence. Et après, je vais revendre un mois après. On est déjà sous promesse avec eux. Donc, je réitère première semaine de juillet. Et la troisième semaine de juillet, je réitère leur acte authentique à nos acquéreurs à nous. Donc, tu portes un projet 3 semaines. Alors, je porte le projet 3 semaines, oui, mais c'est-à-dire qu'en vente à terme, je ne l'ai pas payé à mon vendeur. Mon vendeur, je vais le payer quand je vais recevoir l'argent de la troisième semaine. Mais ça, tu penses que les ventes à terme, c'est possible de le faire à chaque fois, ça ? Alors, c'est la négociation. Ouais, voilà, j'ai envie de te dire, c'est quand même... C'est super dur à négocier. Ouais. On va pas se mentir. Ouais. Moi, j'ai testé avec quelques coachés, même de leur dire, testez la vente à terme, etc. Il n'y en a aucun qui a réussi pour l'instant. Nous, on en est à 3 sur un volume quand même assez important d'opérations cette année. On n'est qu'à 3 ventes à terme. Et pourtant, je le teste à chaque fois. Ouais. Donc, ça marche pas tout le temps. Par contre, quand ça marche, c'est magique. Hein. C'est magique. Ouais. Ton TRI dans ton opération, il est infini. Il est quasiment infini parce que tu payes les frais notaires et les frais d'agence. Je veux dire, pourquoi il y aurait... En gros, tu payes 18 000 balles le jour de l'acte authentique et derrière, tu récupères ces 65 000 là. Donc, tu as un TRI de 480% sur cette opération-là. Mais c'est même incohérent, je veux dire. C'est même... Oui, tu ne calcules pas avec TRI de 480%. mais c'est pour dire, On va appeler la vidéo TRI 480%. Ça sera bien plus technique. Tu vas faire des écoutes comme ça. Mais voilà, du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on se retrouve sur des situations où tout le monde peut le faire. Enfin, entre guillemets, tout le monde a 20 000 euros. Quand tu te lances dans l'immobilier, tout le monde a 20 000 euros pour faire une opération. Ouais, après, j'ai dû le croire un peu ce que tu dis quand même. Non, mais quand tu te lances, marche bien. Si tu n'as pas 20 000 euros de côté, tu vois ce que je veux dire. Par contre, il faut avoir les connaissances de la vente à terme, il faut avoir les connaissances de la négociation, du marché. Cette opération-là, elle était sur Le Bon Coin depuis 1 an. Il a fallu la négocier. Il a négocié correctement. J'ai négocié de 120 000 euros cette opération-là. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que les gens croient que parce que c'est sur Le Bon Coin ou Se Loger depuis un moment, c'est que peut-être il n'y a pas, c'est pas une affaire. Je veux dire une affaire, pas une bonne ou une mauvaise. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, nous souvent, moi j'appelle, et je pense en marchand, tu fais bien pareil, voilà, des trucs qui sont là depuis 6, 7, 8, 9 mois. Et c'est là où à un moment donné, tu vas la créer ta bonne affaire. C'est à toi de la créer. C'est pas forcément. Tu crois que tu regardes une annonce, 100 000 euros, il faut que je sois à 80 pour qu'elle soit rentable. Propose 80. Oui, non, mais c'est ça. Mais la plupart des gens le font pas. Non, ils ne font pas, ils appellent pas. Moi, c'est-à-dire que sur Le Bon Coin, j'appelle rien de ce qui est au prix du marché. Quand je vois un bien au prix du marché, etc., et qui est intéressant, je l'appelle même pas. J'appelle soit des biens qui sont bien au-dessus du marché, soit des biens qui sont même hors marché. C'est-à-dire qu'il y a des biens où les mecs, ils ont fait une estimation, ils l'ont mis en vente. Ouais. Et là, j'appelle pour savoir pourquoi. Comment ? Est-ce que c'est une succession ? Est-ce que c'est un divorce ? Qui c'est qui gère ? Combien il y a de personnes ? Et par rapport à toutes ces tambouilles-là d'informations que je fais, je me dis, ok, ça vaut le coup. Il y a une opportunité à créer. Il y a quelque chose, il y a un marché à leur montrer que ce n'est pas au prix. Et on peut leur montrer, leur prouver, etc. Et j'hésite pas à faire un long mail quand je vois qu'il y a une opportunité à faire. De faire un long mail avec toutes les ventes qui sont faites à côté, tout ce que nous on peut revendre, la marge dont on a besoin, et d'être le plus transparent possible. Ça, c'est à l'agent avec immobilier. L'intermédiaire, évidemment. Ouais, parce que le particulier, il va peut-être pas comprendre ton discours professionnel. Moi maintenant, j'essaye d'être le plus. Au début, je me disais pareil, je me disais ils aiment pas ça, je vais leur dire que je fais 20% de marge sur leur dos, ils vont pas comprendre et tout. Ouais, mais ça amène plein de sécurité à vendre un marchand de biens. Quand on voit un professionnel de l'immobilier, il est engagé dans ce qu'il fait, etc. Donc on ne vend pas à une SCI, on ne vend pas à un particulier qui va faire sa résidence principale. Là, on vend un professionnel qui sait ce qu'il faut qu'il fasse. Et moi, je leur dis à ce prix-là, je suis sûr d'aller au bout de l'opération.
forcément ça tilte un peu parce que c'est en dessous du prix qu'ils imaginaient souvent Bien sûr. vendre, mais ils se disent ok, bon, bah à ce prix-là, on achète un confort. Et ce confort-là, qu'ils achètent aussi, ça peut être entendu par différentes personnes. Il n'y a pas que le prix dans l'achat d'un bien immobilier. Et ça, on l'oublie souvent, que ce soit dans l'investissement locatif, dans le marchand de biens ou peu importe, il y a une situation familiale, il y a une situation personnelle qui fait qu'on peut avoir des affaires assez facilement en jouant sur d'autres, j'ai envie de dire d'autres facultés, d'autres émotions que purement l'argent. On peut aussi leur dire, et on a négocié comme ça, on vous redonne à l'eau sur la revente. Là, il y a une mamie qui habitait un appartement de l'immeuble et qui voulait vendre l'immeuble parce qu'elle avait trop de charges, etc. Elle ne pouvait plus la gestion des locataires. Par contre, elle ne voulait pas déménager parce qu'elle s'est dit avec cet argent-là, je vais devoir rechercher un truc, je vais devoir reménager. Mais elle a un appartement dans cet immeuble-là. Bah, moi, je lui ai dit, écoutez, pas de souci, moi je fais la copro, je cède le reste de l'appartement et je vous laisse celui-là. Là, à partir de ce moment-là, quand tu lui as dit ça, tu lui enlèves tous ses problèmes. Elle peut pas tenir, non. Tu l'achètes au prix que tu veux. Ouais. Quasiment. Ouais. C'est-à-dire que tu lui apportes toutes les solutions. Et pour elle, on n'est pas un vilain marchand de biens. Ouais. Je suis un génial garçon qui lui apporte toutes les solutions. Mais elle te le dira, c'est-à-dire que c'est vrai. Là, dans ce cas-là, précis, c'est pas tout le temps le cas, évidemment. Mais dans ce cas-là, on apporte une vraie solution à cette personne-là, qui en a marre de ses locataires et qui a qu'une envie, en fait, c'est d'arrêter parce qu'elle perd de l'argent aujourd'hui avec ces locations-là. D'accord. Tellement l'impact de la taxe foncière, etc. est important. Enfin bref. Parce qu'aujourd'hui, tu fais quoi comme type d'opération ? Parce que là, j'ai l'impression que tu fais de la mise en copro. Ouais. Je croyais que tu faisais un peu plus de terrain. Mais bon, là, du coup, tu fais un peu tout, quoi. 50-50. C'est-à-dire que... Merci l'avion. Ouais, c'est des rafales qui passent à la grande motte. Bronzé, on sait. 50-50 du coup, je fais des opérations de division foncière et des opérations de mise en copropriété. Okay. Le seul truc que je fais pas, c'est les travaux. C'est-à-dire que achat, rénovation, revente. Ça a toujours été les travaux ton sujet. Moi, les travaux, je déteste ça. Je sais pas comment vous supportez ça, mais moi je déteste. Non, mais tu vois, même Adrien, il a envie de se lancer un peu plus dans les travaux. Donc, mon associé en marchand de biens, il a envie de se lancer un peu plus dans les travaux. Donc, on va sûrement en faire une ou deux opérations avec travaux et tout. Mais franchement, moi, je vois l'énergie qu'il faut passer sur une opération sans travaux versus une opération avec travaux. Ah bah oui, c'est totalement différent. Et la marge, elle n'est pas forcément beaucoup plus importante. Dans le cas où on fait les travaux. Elle est plus importante en numéraire, mais en pourcentage, elle est. Est-ce que tu penses pas que c'est aussi une histoire de secteur ? Je m'explique. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es à Bordeaux, Paris, Lyon, Côte d'Azur, qu'en fait, tu es déjà sur des prix hauts, qu'en fait, ta clientèle, tu as besoin de magnifier le produit, et qu'en fait, ils veulent du clé en main meublé, eh bien, serre-leur ce qu'ils veulent. Ouais. Sur un marché, peut-être, dans le côté, je crois que tu es Rogard, ou peut-être, on va dire, un peu plus large, mais Languedoc-Roussillon, on va dire Languedoc-Roussillon. Peut-être que la clientèle qu'il y a sur ce secteur-là, à un moment donné, elle veut peut-être faire ses propres travaux. Je pense qu'à un moment donné, je sais pas que tu es anti-travaux, c'est que tu t'adaptes à ton marché. Alors, j'aime pas moi de base les travaux quand même aussi, hein, mais je m'adapte évidemment à mon marché actuel en plus. Donc, c'est-à-dire que là, les gens, on en parlait au début du podcast, nos acquéreurs investissent par nécessité. Donc, ils investissent le moins cher possible. Aujourd'hui, je mets deux mêmes biens, un appartement T3 à Montpellier à 150 000 euros à rénover ou à 250 000 euros full rénové. Le maximum d'appels, je peux mettre mes deux mains à couper, il est sur celui à 150 000 euros à rénover. Parce qu'ils vont faire des rénovations plutôt bas de gamme, ils vont les faire eux-mêmes le week-end, ou alors on va avoir un artisan qui va l'acheter et qui va faire ses propres rénovations. Et cette cible de marché-là, on l'a tout le temps. Alors tu vois, je mets le curseur sur les travaux. Ouais. Quand il n'y a pas trop de travaux. Oui, alors oui. Tout ce qui est gros œuvre, on le fait. Tu vois, par exemple, quand il y a un problème structurel sur la maison plutôt, ou sur un immeuble, on s'en occupe. Quand il y a toiture, on s'en occupe. Les communs, on s'en occupe. Ouais. Après, on arrive, arrivée d'eau, etc., dans l'appartement, tout est prêt pour rénover son appartement, mais ce que monsieur et madame tout le monde serait capable de faire avec, en étant un peu débrouillard. Moi, j'en serais pas capable, je t'avoue, mais ce que tout le monde un peu débrouillard et sait faire des travaux pourrait arriver à faire de simple. On ne fait pas ce qui est difficile. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur ça. Et c'est pour ça qu'on apporte vachement de valeur. Ouais. On divise, on achète en gros, on revend au détail et on revend sans problème. C'est-à-dire que tous les problèmes, on les a résolus. La toiture qui fuit, le problème d'étanchéité, tout ce qu'on peut avoir, problème de charpente, j'en sais rien, fissure sur l'immeuble et tout, on a tout résolu avant de revendre. Parce que là, du coup, tu expliques tes opérations, mais les questions que les gens peuvent se poser, c'est comment il fait à 20 balais. Adrien est un... 21, pardon, excuse-moi. Oh là là, la majorité américaine, excuse-moi.
Adrien n'est pas plus vieux que toi, je crois. Si, il a 33. Oui, d'accord. Adrien, je t'ai rajeuni, excusez-moi. Il est plus jeune, ça lui ira. Ouais, je pense que voilà, il m'en voudra pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on pourrait penser comment vous faites un petit peu pour structurer ces opérations. Les trouver, je pense que les gens ont un peu compris. Vous sortez un peu les doigts, quoi. Je veux dire, c'est du volume. En fait, c'est la base de l'investissement locatif, faire des volumes. Mais surtout, tu vois, moi, quand j'ai pu parler d'opérations de marchand, les gens se demandent le financement et comment commercialiser. Donc, tu l'as un peu dit, mais j'aimerais que les gens un peu comprennent un petit peu les étapes parce qu'elles sont complètement différentes de l'investissement locatif. Et je veux qu'ils comprennent les étapes d'une étape de marchand pour qu'ils se disent ok, c'est pas quand même la même chose. Ouais. Et puis c'est différent d'un marchand à l'autre. Donc moi je vais te parler de ce que je fais moi, mais c'est vrai que voilà. Donc je reviens sur la partie recherche et sourcing des projets. On a fait énormément de volume parce qu'il y a que, et je l'ai appris chez Green Living, il y a que comme ça qu'on arrive déjà à se faire l'œil, y a pas de secret, à rencontrer des personnes et voilà. Donc énormément de volume au début. J'ai même recruté quelqu'un qui s'est occupé en tant que développeur foncier de nous amener ce volume-là. Et donc on faisait 10-15 visites par semaine. Et 10-15 visites par semaine, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour se créer un réseau. Et tu vois, quand j'ai commencé moi à investir, j'en faisais uniquement sur Montpellier 10-15 par semaine. Tu vois, uniquement sur Montpellier. Uniquement sur Montpellier. Vous êtes quand même sur un gros secteur, c'est quand même pas mal. Hein. C'est clair, Non, mais il y a beaucoup de déplacements aussi, mais on sait qu'on essaie de sélectionner. Donc moi, j'avais quelqu'un à temps plein qui appelait les annonces, qui validait par rapport à tous les critères que je lui avais donnés, que le bien qu'on visite soit un minimum intéressant. Tu vois, on visitait pas pour visiter non plus. Donc dans les 10-15, il fallait sélectionner ces 10-15 visites-là par semaine et c'était c'est très chronophage d'appeler, etc. Une fois qu'on s'est fait un réseau de personnes et d'agents immobiliers avec qui on a déjà fait une première affaire, qui savent exactement comment on travaille, qu'ils ont vu qu'au lieu de prendre une com en vendant en résidence principale, ils en prenaient une à l'aller, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au retour. Et qu'après, derrière, il y avait une relation professionnelle. C'est du B2B, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, c'est purement des chiffres dans des tableaux, etc. Et ils voient que si ça roule, si ça se vend, ça marche bien en fait. Ça marche super bien. Donc ces personnes-là nous renvoient des projets. Et aujourd'hui, je travaille, c'est ce que je te disais juste avant le podcast, c'est-à-dire que pour des raisons plus personnelles de notre développeur foncier, il est parti et on s'est séparés d'un commun accord. Et aujourd'hui, je travaille à 100% qu'avec ces personnes-là, ces 3-4 agents immobiliers. C'est-à-dire que je regarde plus le bon coin par manque de temps et ces agents immobiliers m'appellent et me disent voilà, c'est que des agents immobiliers qui ont pignon sur rue, qui ont des très gros portefeuilles, qui, de par leur agence, rentrent une dizaine de biens par semaine. Donc, ils ont un volume qui est très important et ils savent exactement ce que je recherche. On a déjà fait des opérations ensemble. Ils savent où est-ce qu'on va ensemble. Donc c'est vrai que... Cahier des charges. Ah ouais, c'est clair. Et avec eux, du coup, je suis encore plus exigeant. Quand ils m'apportent une opération, j'attends vraiment que tout soit envoyé par mail, tous les détails, etc. Je fais une offre d'achat. Ils sont précis ? Ils sont très précis. Parce que je leur ai demandé et je suis hyper exigeant. C'est-à-dire qu'il y en a certains, non pas que je fasse le mec ou quoi, mais il y en a certains qui m'ont envoyé des trucs. Je leur ai dit, écoutez, non, il n'y a pas assez d'informations pour que j'analyse. Donc moi, si j'ai pas assez d'informations, je prends le plus pessimiste de tout et je vous fais une offre d'achat par rapport à ça. Et donc du coup, ça ne sera pas précis, vous allez braquer votre vendeur, etc. Vous allez perdre du temps à m'envoyer un dossier, je vais perdre du temps à l'analyser, ça ne sera pas bon. Envoyez-moi, et donc moi j'ai mis des process en place pour que quand je leur envoie, ils m'envoient un bien et qu'il manque des informations, j'envoie une fiche avec tout ce qu'il me faut. Et une grille, ça leur prend peut-être 1 heure de plus à m'envoyer le dossier. Mais finalement, quand ils mettent cette heure-là de plus, je peux leur faire l'offre d'achat la plus précise possible et qui soit dans l'intérêt aussi de leur vendeur. Et quand ils ont compris ça, et c'est la pédagogie, c'est des discussions, c'est beaucoup de restos avec eux. Mais une fois que t'as pas pris de poids, hein, ça va. Hein. Ah ouais, si, j'en ai pris en plus. Avec l'arrêt, j'en arrête. J'en ai pris 2-3. Mais me dis pas ça, là, c'est un truc. Je me remets au sport là. Je me remets au paddle. Mais du coup, je leur envoie cette fiche-là et ils m'envoient du coup tout de manière très précise. Et ils savent que la réactivité que j'ai, en 24 heures, ils ont une offre d'achat. Peu importe si j'ai vu le bien, pas vu le bien. Souvent, c'est des biens qui sont à côté. J'ai même pas besoin d'eux. Je vais juste voir devant. Je rentre même pas dans les appartements. Il y a déjà des photos. Parce que dans les fiches de ce que j'ai demandé, c'est photos de tous les biens. Photos des plafonds, photos des toits. Enfin bref, tout ce que je peux avoir. Drone aussi, non Si, il y en a un qui est là, tu vois, il m'envoie vidéo du drone parce qu'il sait que moi j'ai besoin de ça. Donc quand il fait son estimation, etc., hop, il vient avec son drone et il va voir son toit. J'ai un projet, tu vois, à Saint-Brest, dont je te parlais juste avant. Lui, il n'a pas de drone, notre agent immobilier qui est partenaire. Il m'a donné tous les infos et il fallait juste vérifier pour moi si la toiture, parce que la toiture sur un immeuble comme ça, c'est le coût peut-être le plus important. J'y suis allé. J'étais devant la maison, en drone, tac, vite fait. Il y a un voisin qui m'a dit qu'est-ce que vous faites, etc. J'ai expliqué vite fait, hop, et je suis reparti. Alors, il faut demander des autorisations. On dit aux visiteurs, voilà, normalement, c'est pas
très légal de faire ça. Puis c'est pas chez toi, donc voilà. Ouais. Mais j'ai signé un bon de visite à distance, etc. Ouais. Donc je suis un peu conforme aussi par rapport à ça. J'ai vu que la toiture était nickel, qu'il n'y avait pas à la reprendre. Avec le drone, on le voit bien en 4K là. On scanne toute la toiture. C'est assez précis quand même. C'est ouf. C'est impressionnant. Et c'est génial parce que avant, pour faire ça, il fallait soit monter sur le toit, c'est prendre un risque aussi important, soit appeler quelqu'un, quelqu'un qui maçon ou quoi, qui va venir voir la charpente, qui va venir voir la toiture, un couvreur, enfin bref, il fallait appeler tout le monde. Là, un drone, 2 minutes, touc, c'est envoyé. Et même nous, on a un couvreur avec qui on travaille avec Adrien. Je lui envoie la vidéo. Et oui. Et je lui Il demande, te donne les points d'alerte. qu'est-ce que t'en penses ? En 2 minutes, j'ai une réponse. Ouais. Je ne l'ai pas déplacé, je ne l'ai pas dérangé pour rien. Et peut-être que ce projet, il ne se fera pas. Donc voilà, lui, ça lui a pris quoi ? 2 minutes d'appuyer sur la vidéo. Et du coup, il kiffe. Ouais. Parce qu'il s'est dit que quand je vais l'appeler pour venir sur le chantier, c'est que derrière, ça va être pour travailler, quoi. Mais tu vois, nous, on fait exactement ça pour les travaux. Parce que toi, tu dis, comment vous faites ça m'emmerde. Ouais. Mais nous, on a les Matterport. Mais Loïc ou Emiliano, à un moment donné, pour chiffrer, il va bien falloir y aller. Oui, bien sûr. Mais franchement, en amont, il peut si faire tu beaucoup fais de bien choses la avec Matterport, ouais. parce que je le dis parce que moi, au début, je les faisais mal, je me faisais défoncer. Mais du coup, maintenant, ça prend du temps de faire une bonne Matterport. Exactement. Mais quand tu la fais bien Ouais. et que justement, tu disais l'heure perdue, et tu la gagnes au bureau. x5, x10. Ah, mais bien sûr. Ouais. Donc, du coup, les points d'alerte que l'équipe travaux me donnait, et ben, du coup, ça change tout au niveau du chiffrage. En tout cas, en termes de gain de temps par la suite. En tout cas, tu le récupères. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est la première partie sourcing. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on source nos opérations. C'est vraiment nos partenaires. On a un peu les réseaux sociaux. J'avoue qu'on a copié François Bourgoin sur ça. Les réseaux sociaux, je pensais pas du tout que ça nous apportait des projets. Aujourd'hui, on m'envoie 1 projet, 2 projets par semaine sur LinkedIn. D'agents immobiliers qui sont abonnés à ta page, qui aiment bien ce que je fais, etc. Et du coup, ils m'envoient un projet, soit en off-market total, soit un truc qu'ils ont en annonce depuis longtemps et tout. Donc j'essaie des fois de faire un petit call. Je m'organise quand j'ai un déplacement en voiture, je mets 5-6 calls et hop, tac, j'appelle et je demande à la personne tous les critères. Elle me renvoie le mail avec tout ce qu'on vient de se dire et je l'analyse, je le calcule et avant même de se déplacer, vraiment, on calcule tout ça. Il y a des fois où les agents immobiliers sont un peu réticents aussi à faire des offres d'achat à distance avant de visiter. Donc là, je me déplace, je m'adapte à l'agent immobilier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Lui, il veut vraiment pas d'offre à distance, j'en ferai jamais. Par contre, je vais être très exigeant avec lui avant de me déplacer. Je veux être sûr que je me déplace pas pour rien. Donc ça, c'est sourcing. Après, du coup, on a le montage des opérations. Donc nous, on fait tout ce qui est du sans travaux. Donc on va faire beaucoup de demandes d'urbanisme. Donc on travaille avec des géomètres. Donc avant même de signer le compromis, moi, j'envoie le dossier au géomètre. Comme ça, on gagne du temps. Donc c'est toi qui fais le pré-projet. Exactement. Je dis de comment je veux découper, etc. J'ai déjà à ce moment-là rencontré la mairie. Donc quand on signe le compromis, il n'y a plus que le géomètre qui travaille sur le projet et qui dépose la demande d'urbanisme. Et après, la commercialisation. Et donc la commercialisation... Parce que tu négocies les délais aussi. Et les délais, évidemment. Parce que en fonction de la demande d'urbanisme, c'est assez facile à négocier, les délais. 6 mois pour une DP, moi, je négocie. Je sais qu'il y en a qui sont entre 7 et 8 mois. Moi, je me dis 6, comme ça, au moins, j'essaie de booster tout le monde. J'ai déjà gagné 1 mois parce que j'ai anticipé avec le géomètre sur le fait qu'il commence à travailler sur le projet avant même de signer le compromis. Ce qui fait que des fois, il y a 2-3 fois où le géomètre a commencé à travailler pour rien puisqu'on n'a pas signé le compromis. Les vendeurs se sont rétractés pour X raisons ou quoi. L'intermédiaire n'avait pas fait son boulot ou puis nous, on n'avait peut-être pas été clair aussi dès le début. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu un taux d'échec à ce niveau-là. Mais bon, le géomètre, on le fait retravailler sur un autre projet, etc. Donc, il le comprend. Mais donc 6 mois pour une DP et pour un permis d'aménager, on va être entre 9 et 11 mois aujourd'hui. Parce que si je peux pousser à 11, je le pousse. 11 mois, c'est purement cognitif, ça fait pas 1 an dans leur tête. Donc c'est moins que 12. Mais 11 mois, du coup, si j'arrive à avoir 11 mois, à obtenir 11 mois, je le fais. Sinon, en 9 mois, on est capable de le faire. Donc sur permis d'aménager, long délai. Et pendant cette période-là, donc de 6 mois ou 9 mois, on évidemment pré-commercialise le bien, tous les lots. Et c'est l'avantage de faire du sans travaux, c'est que le mec qui visite aujourd'hui notre bien, dans 6 mois, il sera exactement pareil. Donc il peut l'acheter, puisqu'on n'a pas de « Ok, là le mur il sera repeint ». Non, il sera exactement pareil. Donc vous pouvez l'acheter et vous l'achetez à ce prix-là qui est en dessous du prix du marché. Et ça, c'est notre stratégie à nous, c'est de se dire on se positionne nos prix juste en dessous du prix du marché actuel. Genre 5, 10, 15, 20 Ça dépend des secteurs. Sur un secteur vraiment paumé, tu vois, entre Nîmes et Alès, on a un projet actuellement où c'est un projet paumé, 1100 habitants dans la commune, etc. Là, je suis à moins de 15% par rapport au prix du marché, même moins de 17, je crois, exactement, précisément par rapport à nous, ce qu'on avait fait de l'analyse du marché. Mais encore une fois,
quel est le marché. C'est ton offre et ta demande. Donc, exactement. On sait pas exactement. Faire ses devoirs là-dessus, c'est important. Ouais. Exactement. Et donc, par rapport au prix qu'on nous avait annoncé par l'agent immobilier et le prix du marché, on était à moins de 7%. Et ça s'est vendu assez rapidement. Mais j'aurais été à moins de 10%. Peut-être que le lot, je me le serais gardé pendant 15 ans. Quoi. Donc, c'est toujours cette gymnastique-là qu'on fait, mais on revend moins cher que nos concurrents. Ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce que font nos concurrents marchands de biens sur ces secteurs-là, à peu près. Et on essaie d'être un peu moins cher. Comment tu le sais, ça? Comment il faut Les annonces en ligne. Les annonces en ligne. Et puis maintenant, on a un petit réseau de marchands de biens. Donc je regarde un petit peu à chaque fois qu'ils publient. Il y en a qui commercialisent eux-mêmes. Ouais. Donc ils commercialisent sur Facebook, ils commercialisent sur Le Bon Coin et tout. Donc j'ai leurs identifiants à chaque fois et je regarde ce qu'ils ont en stock actuellement. Et c'est de la veille de marché, toujours permanente sur ça. Donc je regarde et puis j'analyse et puis je me rends compte que ils sont à ce prix-là, nous on sera un peu moins cher. Ok. Voilà. Aujourd'hui, je préfère faire le moins de travaux possible, le moins de viabilisation par exemple sur les terrains, pour les vendre le moins cher possible. Et que dans le filtre de prix des personnes qui veulent nous acheter nos biens, ils se disent ok, eux c'est les moins chers. Mais est-ce que tu analyses par exemple le coût du client, c'est-à-dire quand tu dis moins de travaux, moins de viabilisation, c'est-à-dire que eux, par exemple, un terrain vaut 100, tu te mets à 80, mais eux ils vont peut-être faire frais de notaire, plus viabilisation, plus travaux, ça va peut-être à 150. Donc tu as aussi cette on analyse le prix final, prix final psychologique par rapport au prix du bien. C'est-à-dire qu'une maison, par exemple sur le marché de Huchot, Bernis, etc., à côté de Nîmes, où on a des opérations qui sont en analyse là-bas, par exemple, on sait que le budget pour un couple avec 2 enfants, c'est 300 000. Donc il ne faut pas que terrain plus coût de construction, etc., tu sois à plus de 300 000. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'appelle les constructeurs, les CMI, et je leur demande quel coût vous avez pour une construction d'une maison de 90 mètres carrés pour 4 personnes avec donc 2 enfants, un couple, etc. Ok, avec ce prix-là, donc je parle de leur prix final psychologique, moins ce prix-là, moins les frais de notaire, moins ça, et plus une petite marge. Parce que du coup, tu envoies les terrains aux CMIistes aussi ? Ouais, s'ils ont quelque chose. Ouais. Un client, oui. S'ils ont un client, etc. Moi, je leur signe pas d'exclusivité. S'ils ont un client, je leur envoie. Je leur dis voilà. Et puis, moi, il y en a ils me disent ce prix-là. Je dis c'est bien, c'est pas mal. C'est-à-dire que le client qui va venir pour acheter le terrain, peut-être qu'il sait pas du tout combien coûte une construction. Mais là, j'ai un devis d'une construction. Ils te le font quand même ? Ouais, bien sûr. Ils le font parce qu'ils ont un intérêt derrière. Si le devis leur convient, le client va passer avec eux. Donc je leur fais de la pub aussi à eux-mêmes. Je dis même, ils ont l'intérêt et ils nous rétrocommissionnent sur ça. Donc ils ont un gros intérêt. Ils sont très contents qu'on fasse ça, surtout dans la période actuelle. J'allais te dire, c'est les chaud. premiers, je pense, je n'ai pas les stats exactement, mais je pense que c'est les constructeurs de maisons individuelles, c'est les acteurs qui ont pris le plus cher dans le marché de l'immobilier. Ça s'est terminé avec la fin des Pinel dans les maisons individuelles, qui était... J'allais en faire une quand ça s'est arrêté. C'est vrai ? J'étais sur des projets. Bam. J'ai mal anticipé. Mais oui, à ton projet, oui, depuis. J'ai mal anticipé. Donc, encore une fois, comme quoi il faut être sur la veille réglementaire. Mais bon, bref, du coup, ça a commencé par là. Et puis là, les taux. Donc, arrêt de fin des Pinel sur les maisons individuelles. Les taux, et ça a fait que ça les a. Ah non, mais c'est ça. Goulot d'étranglement. Ouais, et puis là, il n'y a toujours pas le PTZ sur les maisons individuelles. Donc, ça, je sais pas. Mais depuis le 1er février, là, il n'y a plus le PTZ. Donc, du coup, c'est vrai que compliqué encore pour que ça reparte. Ils attendaient ça pour que ça reparte. Donc là, ça va être compliqué. Je pense. Il y a 2-3 moi avec qui je travaille qui ont réussi à se sauver. Les moyennes boîtes, c'est-à-dire que les boîtes qui faisaient 100-150 maisons par an ont réussi à sauver. Ceux qui faisaient 1000-1500, je pense que la plupart, toutes sur le secteur, moi j'en connais plus une. Et les tout petits, ceux qui faisaient 10-15, tu vois, entreprise purement familiale avec le directeur de la boîte qui est aussi le maçon. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Parce que les 10-15, ils se sont retrouvés à 50% en moins. C'était plus rentable, quoi. C'était plus intéressant. Et c'est vraiment cette partie-là, ceux qui font entre 100 et 150 maisons qui ont repris tout le volume. De ce que je vois, tous ceux avec qui je bosse aujourd'hui, j'en bosse avec 3, ils sont dans cette grille-là, ils font entre 100 et 150 maisons. Ok, bon. Et du coup, on en vient, donc tu as sourcé, compromis, notaire, l'argent. A donde está el money, el dinero? J'appelle Mickaël, je lui dis écoute, j'ai 1 million à financer, Mickaël me finance et... Écoute, on est au Crédit Agricole, on est hébergé, je pense que je peux te trouver du monde là. Mais du coup, nous, particulièrement, alors il y en a des marchands de biens qui se financent en fonds propres, il y en a qui se financent en crowdfunding immobilier, il y en a qui se financent en banque classique, banque privée ou banque pour les marchands de biens ou banque pour les promoteurs immobiliers. Et nous, on a décidé de se financer qu'avec des investisseurs privés. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on émet des obligations avec notre société de marchand de biens ou avec ma holding, ça dépend des fois, ça dépend de la garantie qu'on négocie avec l'investisseur. Et il investit sur notre opération avec une obligation. Donc, l'opération est hypothéquée
sur cette obligation-là. Et donc, lui, on le paye au prorata de la durée de l'opération, 10% par an. D'accord. Donc, tout type de personne qui est investisseur privé, donc c'est-à-dire même quelqu'un qui a une boîte et qui a de la trésorerie dans sa boîte et qui ne veut pas investir en immobilier pour bloquer de l'argent pendant une très longue période, peut se dire je vais investir avec nous dans cette obligation-là pour, en fait, nous, on se sert de l'argent pour financer le projet pour du très court terme. Donc, souvent, on est sur un portage de l'opération qui est compris entre 3 semaines et 5-6 mois. Ouais, donc ça fait 6%. Ça fait à peu près 5-6%. Entre 1 et 6, je grossis. Exactement. Ouais. Mais ce qui fait qu'on a un roulement aujourd'hui d'opération qui nous permet que quand il en termine une, il repart sur une autre. Donc il y a même un principe d'intérêt composé où on lui redonne avec ses 5% en plus, il peut investir du coup 105% sur la deuxième obligation. Donc, et faire retravailler son argent là de cette manière-là. Et puis c'est très bien pour ceux qui ont une entreprise et qui se disent, voilà, moi j'achète des locaux dans un an, là, j'ai pour projet d'acheter des locaux. Cet argent-là, je l'ai en trésorerie sur ma boîte. On me propose soit un compte à terme à 2% par an chez mes amis. C'est 2,75 ou 3. 2,75 maintenant, ça a un peu augmenté. Je crois entre 2,5 et 3. Ouais, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, on était à peu près à ça, je pense, ou 2,2, moi j'étais, mais bon, bref, voilà. Et donc, du coup, quelque chose de pas très intéressant, 3% par an sur 6 mois, ça fait 1,5%. C'est sûr que nous, on est plus sexy et on leur apporte des garanties quand même très intéressantes. C'est-à-dire que quand nous, on achète, on a souvent pré-commercialisé au moins 80% de nos lots, voire 100%. Là, tout ce que j'achète, j'en achète une la semaine prochaine et on en achète une au milieu du mois de juin. À chaque fois, tout ce qu'on achète, c'est 100% pré-commercialisé. Donc toi, tu vas les voir que quand tu as 80% de la préco. Alors, je les appelle un peu avant, je les préviens, j'anticipe, je dis voilà, j'ai une opération en cours, j'ai 500 000 à lever, j'ai 600 000 à lever. Voilà, est-ce que vous avez la liquidité en ce moment, etc. Donc, je garde ce lien-là avec eux. C'est le rouage même de tous mes projets, c'est eux. Donc, je garde un lien très relationnel hyper important. Tu vois, là, je fais un aller-retour à Paris dans 2 semaines juste pour en voir un. Parce qu'il y en a un qui a un projet, lui, personnel, et du coup, je lui rends service, je vais voir son projet là, et lui, il nous finance quasiment un quart de nos opérations. Donc, parce que sans dévoiler les secrets, ces gens-là, ils sont d'où ? Ils viennent d'où ? C'est fonds d'investissement, principalement, c'est-à-dire que soit ils travaillent pour des fonds d'investissement, soit eux-mêmes ont leur argent placé dans des fonds d'investissement. Donc c'est comme ça que j'ai démarché, approché. Soit des gens qui ont beaucoup d'argent à placer et qui ont beaucoup de liquidité. Voilà, même des gens de ma famille, tu vois, qui ont beaucoup de liquidité, avec qui je travaille sur ça. Je sais que mon parrain nous aide un petit peu. C'est notre plus petit investisseur, mais pour le coup, il nous aide un petit peu aussi. Donc voilà, il peut y avoir des personnes comme ça. Donc entourage, il faut vraiment parler de ton entour autour. Parce que j'imagine que les réseaux, parce qu'on est très connectés tous les deux, mais est-ce que tu en as trouvé par les réseaux ? LinkedIn, j'ai démarché par LinkedIn, c'était la première porte d'entrée pour les contacter. Et après, derrière, c'est du relationnel. Et tu vois, notre plus gros investisseur, finalement, c'est quelqu'un dont je t'ai beaucoup parlé. Je veux pas dire son prénom pour sa confidentialité à lui, parce que. Ouais, mais je vois de qui tu parles. Mais du coup, lui, j'ai rencontré sur un séminaire, comme ça. Il a revendu sa boîte. Aujourd'hui, il portait des projets et faire des projets immobiliers, ça le passionne pas. Et puis, il a pas la motivation. Il le sait, on rigole souvent sur ça, mais il a trop d'argent pour se faire chier à porter des projets immobiliers. Par contre, moi, j'ai pas trop d'argent pour me faire chier à porter des projets immobiliers et j'ai besoin de son argent. Donc, il y a un deal gagnant-gagnant et lui, avec lui, on fait des conditions ultra particulières. Plus pour lui parce qu'il nous assure en fait de nous financer. On lui passe le bonjour. Je l'ai jamais vu, mais tu m'en as beaucoup parlé. Ça a l'air d'un chic type. Et je sais qu'il écoute en plus tous mes podcasts, donc il écoutera celui-là. Donc on lui partagera. Ouais, c'est clair, avec plaisir. Mais voilà, donc une très bonne personne, mais où nos intérêts convergent vraiment sur ces projets-là. Et il m'accompagne sur tous nos projets, même là où on a du mal à se faire financer par nos investisseurs parce que un peu trop complexe. On est allé à 75% de pré-commercialisation. J'avais dit 80%, donc on a un truc comme ça. Et lui me dit non, mais les gars, je vous fais confiance. Et toujours depuis le début. C'est de l'humain. Exactement. Tu vois, on parle business, on parle argent, on parle compromis, mais tu l'as dit par rapport à la petite dame que tu as placée sur un lot. Le prix psychologique final, c'est quand même de l'humain, de savoir que de pas non plus surpricer quelque chose. Là, la relation partenaire que tu vas monter à Paris avec cette personne. Humain. Humain. Ah, mais c'est que ça. C'est que l'humain, la relation. Après, il faut tout faire pour les rencontrer, ces personnes-là. Sortir de ça, donc LinkedIn, les réseaux, le séminaire, etc. J'avoue que j'y suis allé quand même pour aller chercher. Et la barrière confiance au début est très difficile à avoir tant qu'on n'a pas fait cette première opération. Donc pareil, il faut être résilient. Toujours de 0 à 1, c'est le plus difficile. Et une fois qu'on a tissé des bons rapports avec eux, il faut les garder. Est-ce que tu as connu des gadins ?
En marchant. Ouais. C'est-à-dire que beaucoup. Alors, ça dépend. J'ai pas perdu de perte financière. Ouais, voilà. En fait, c'est ça que je voulais te demander. C'est est-ce que tu as connu des projets qui sont pas allés au bout, mais est-ce que tu as perdu de l'argent? Alors, j'ai connu des projets qui sont pas allés au bout, mais comme je t'ai dit, moi, j'achète du moment que j'ai vendu. Donc, si tu veux, j'ai connu très peu de galères. Là, on a un refus de permis de construire sur un terrain, alors qu'on a tout acheté le projet. Le permis de construire sur le terrain, on a déjà récupéré un bout de notre marge. Ça, c'est notre marge plus ce terrain-là à bâtir. Donc, en soi. J'ai pas fait perdre d'argent à mes investisseurs. Moi, j'ai 95 000 euros qui dort sur ce terrain-là. On va réussir à trouver quelqu'un. Au pire, on le bradera, on le vendra autrement sur un plus petit permis de construire. Peut-être que nous-mêmes, on va déposer un permis de construire pour assurer le projet, etc. Mais là, ils ont demandé un permis de construire à une maison un peu trop grande par rapport à ce qui est demandé. Même si ça rentre dans le COS, c'est pas l'arborescence de l'urbanisme du quartier. C'est pas cohérent avec le reste du quartier. Et je comprends la mairie qui dit non, on s'oppose à ce type de villa-là. Pardon. Du coup, oui, on a eu des galères, on a eu des problèmes, voilà. Mais la plupart de ceux avec qui j'ai eu des problèmes et avec qui ça n'a pas marché, on n'a pas acheté. Donc au pire, j'ai perdu les frais de géomètre, 2-3 000 balles d'acompte, souvent, c'est ce qu'on perd. Les frais quand tu signes ta promesse de vente, les 400 balles de rédaction, etc. Et le temps. J'ai perdu beaucoup de temps, à la limite, mais j'ai pas perdu énormément d'argent. Il n'y a pas un seul projet, si ce n'est mon premier, où j'étais parti à 20% de marge et finalement je finis à 9% donc sur ce premier projet-là. Donc j'ai pas perdu d'argent, j'en ai gagné même. Pas autant que ce que j'espérais. Ouais, mais ça t'a mis le pied à l'étrier et ça t'a... des fois, il faut savoir... moins marger sur les premiers, parce que tout à l'heure tu disais une phrase que moi tu disais par exemple pour prêcher ça aussi, c'était t'as accepté de 30 à 7,5 et je pense qu'il faut jamais faire gratuit. Tu vois, moi pour le coup maintenant c'est vraiment une règle d'or c'est à un moment donné il faut que les personnes sachent en quoi il en retourne de travailler sur X, Y chose. C'est hyper important. Donc, tu as fait 7,5 et 9, je trouve que quand même, c'est... Mais par contre, j'en parlais, tu vois, avec Nolwenn qui travaille avec moi sur le podcast et tout, elle continue avec moi l'année prochaine, elle va faire de l'intrapreneuriat. Donc, un poste un peu à part, et elle est en train de créer du coup sa boîte dans la mienne. Et donc, je l'accompagne sur ça, je l'aide à 200%. Et c'est vrai qu'on en discutait. Moi, je lui ai dit, commence par contre pas cher. C'est-à-dire que t'es personne. On est personne. Commence pas cher et au pire t'augmenteras après. Sois le plus concurrent de ton marché. Travaille pas gratuitement évidemment parce que là elle travaillera pas gratuitement, mais travaille pas cher du tout. Et après t'augmenteras tes prix quand tu auras trop de clients et que tu auras besoin de filtrer, etc. Donc c'est pour ça quand on a travaillé à 7,5, on savait pourquoi on travaillait à 7,5. Et là c'est pareil. C'est-à-dire que quand on perd un peu d'argent, on gagne moins sur une opération, il faut le faire. Il fallait aller au bout pour aller au bout de nos engagements qu'on avait avec les vendeurs, etc. Et puis on avait déjà tous les acquéreurs, donc c'était pas le prix que je souhaitais de base vendre, mais on avait tous les acquéreurs. Donc c'est l'apprentissage aussi qui fait qu'on ne fera pas les mêmes erreurs après. Ok. Du coup, on a parlé un petit peu de tout. Tu veux rajouter une étape là ou on arrive? Non, commercialisation, financement. Je pense qu'on a fait le tour. Parce que du coup, on va parler de l'agence. Du coup, parce que j'ai l'impression que ça c'est le dernier bébé qui est né, et que du coup, tu me disais, je sais pas en off ou en tout cas en préambule, qu'en fait la boucle est bouclée pour toi. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui nous manquait, le seul problème qu'on rencontrait et les seules fois où on n'est pas allé sur des projets, c'est souvent à cause de l'intermédiaire. Où il n'était pas 100% à l'aise avec des opérations de marchand de biens, ou soit il n'avait pas transmis aux vendeurs et communiqué que moi je suis transparent avec les vendeurs, il n'avait pas été autant. Il y avait de la déperdition d'infos, de communication. C'est le téléphone arabe où finalement on arrive au 5e intermédiaire et le mec, le vendeur, il ne sait pas du tout. Donc moi quand je rencontre le vendeur, il se rend compte que ce n'est pas du tout ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a vendu, et que peut-être qu'il n'aurait jamais accepté de base ces conditions-là, mais c'est les conditions dont moi j'ai besoin, donc soit on trouve une solution à ce moment-là, soit dans la plupart du temps, ça a cassé à ce moment-là. Ok. Donc, on en discute ensemble avec Adrien et on se dit, mais attends, créer une agence immobilière, finalement, pour sourcer nos projets et pour les commercialiser, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire que de base, on crée cette agence immobilière-là pour ça. Donc, du coup, on a fait un modèle d'agence immobilière-là où on ne va pas gagner beaucoup d'argent. On ne va pas en perdre, mais on va très, très bien rémunérer nos agents co parce qu'on veut les meilleurs. Donc, comment on attire les meilleurs? Pour moi, c'est en les rémunérant le plus possible et en leur donnant les meilleurs outils. Donc, on va avoir énormément de charges sur l'agence. On va pas très bien gagner notre vie, mais notre but, c'est que eux soient capables de nous sourcer des projets. Et en effet, ça n'a pas manqué. C'est-à-dire que depuis que j'ai monté un peu le business model et que j'en ai parlé aux agents immobiliers que je voulais recruter, qui font du chiffre sur Montpellier et que je veux recruter dans mon équipe, la plupart sont intéressés parce qu'ils sont mieux rémunérés que là où ils sont. Ils ont plus d'outils. C'est quoi mieux rémunéré plus d'agents immobiliers? 75%. Quand tu es dans une agence et que tu es rémunéré 75%. Je croyais que c'était la norme, moi. Ah non, c'est 50%.
Ah ouais. La norme dans une agence, c'est 50-50. Mais quand tu es mandataire, c'est... Ah, quand tu es mandataire dans un réseau immobilier, Oui. la moyenne française est à 71%. D'accord, ok. Avec des paliers en fait. Donc quand tu prends un chiffre d'affaires moyen de 120 000 euros, Ouais. tu es à 71%. Et donc nous, on s'est pris un chiffre d'affaires moyen de 120 000 euros et on est à 75%. Un agent immobilier fait 120 000 euros par an. Non, pas du tout. Un bon agent immobilier qui tourne. D'accord. Moyenne, si tu prends les mandataires en plus de chez IAD, Safety, etc., qui Ouais. font ça à côté en moyenne de leur temps, je crois que c'était 35-40 000. Ah ouais. Ouais, mais Là, je voyais un peu plus, tu vois. non, c'est vraiment le plus faible. Il faudra qu'on regarde comme ça, mais Ouais. tu regardes la moyenne des agents co, précisément, elle est très faible. Mais nous, on s'est dit, la moyenne des agents co qu'on veut dans notre agence, Ah ouais. tu vois, 120 000, voilà, qui tournent bien, quoi. Et donc, du coup, on s'est dit, on va bien les payer et surtout leur donner plein d'outils que eux payaient en plus. Donc, comme ils sont en auto-entreprise, ces outils-là ne passent pas en charge. Ah ouais. Donc, il n'y a pas de... Enfin, bref. Voilà, donc, on va l'inclure, nous, dans notre package, d'avoir les outils pour qu'ils puissent prospecter correctement. Ok. Donc, agence immobilière qui nous permet de commercialiser, etc. Et puis, politiquement, moi, j'en viens à un point où, à Vendargue, je suis président du club de hand. Ouais. Je m'entends très bien avec la municipalité, avec monsieur le maire, etc. Et c'est là où j'ai le plus, finalement, d'influence. Ouais. Et à Vendargue, j'ai jamais fait d'opération immobilière. À côté de Vendargue, j'ai jamais fait d'opération immobilière. Parce que j'ai jamais passé le cap de démarcher les agences de ce village-là. Ouais. Donc, je me suis dit, le but, c'est voilà, d'avoir une agence ici. À Vendargue, elle va être à Vendargue. J'ai signé le bail la semaine dernière. Donc, ouais, D'accord, ouais. donc tu as un local. Ouais. J'ai un local à Vendargue et on va avoir un autre local à Bagnols-sur-Cèze, là où Adrien est Ah oui, mon oui, oui, associé. oui, Donc, je on va n'étais avoir plus là. deux agences, un à Vendargue, un à Bagnols-sur-Cèze, à Vendargue, une à Bagnols-sur-Cèze et une à Nîmes prochainement Ok. aussi, d'ici 1 an et demi au plus tard. Ouais. Bon, et il y a un nom ou comment non? Écoute, on est en plein dedans, Ah, en ok. pleine réflexion. Après, pas de pression. Hein, Non, le nom sortira normalement première semaine de juillet. C'est-à-dire qu'on se fait accompagner par une amie d'Adrien qui est aux États-Unis, qui a accompagné plein de marques sur le lancement. Ouais. Et en fait, on s'est dit chacun son boulot. Nous, on ne sait pas le faire. On avait 2-3 idées. On avait Welcome Imo, Smart Imo. Mais franchement, on n'est pas fan. Moi, j'aime pas qu'il y ait le mot Imo dans le nom aussi. Donc, on s'est dit, écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on pose et on verra avec elle. Elle va nous accompagner. Donc, on fait des workshops avec elle. On fait des moments brainstorming. J'ai 2-3 trucs en tête, mais j'ai pas envie de donner le nom. Alors que je pense sûrement que ce sera pas du tout celui-là. Parce que moi, j'adore, mais Adrien l'aime pas. Alexandrine, donc, qui nous accompagne, l'aime pas non plus. Ouais. Donc elle trouve qu'il n'y a pas assez d'impact donc, sur ce qu'on veut faire et par rapport à nos valeurs et tout, ça ne ressort pas. Ouais. Donc pour l'instant, non, on n'a pas encore le branding défini. Et c'est ce qui est marrant, et c'est là que j'ai vu la puissance qu'on avait, c'est que j'ai recruté 5 agents co sans avoir le lieu de l'agence, le branding de l'agence. J'avais juste le business model et la vision. Parce qu'ils t'ont dit OK, là, les agents. Et les agents co, ils m'ont dit OK. Ok, premier. C'est même signé. Ok. Alors ils commencent eux au 1er septembre. D'accord, donc du coup, vous avez signé les contrats, les agents co. Exactement. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'on attend juste d'avoir le branding, etc. Mais on a déjà créé même la société. Ouais. Pour l'instant, elle s'appelle IAM IMO, tu vois, donc en fait, on s'en fout. Mais on a même créé cette partie-là. On va pouvoir commencer à travailler, à avoir des mandats, à pouvoir commencer à commercialiser enfin nos biens aussi avec cette agence. Mais c'est vrai que du coup, on a pu signer tous ces personnes-là grâce à la vision qu'on a du projet, sans même avoir un branding de fou, sans même dire qu'on va faire des séminaires en claquettes de chaussettes sur la plage. Parce que du coup, les agents immobiliers qui tu bossais, tu vont plus avoir la revente du coup. Alors, tous les agents immobiliers se sont inquiétés sur ça. Ils m'ont dit, mais attends, mais du coup, on va pas travailler ensemble et tout. Évidemment que si. Évidemment que c'est le deal avec eux souvent. Quand ils me disent, on acte ça, ils réduisent un peu leur honoraire sur l'aller parce qu'ils reprennent tout sur le retour. Donc, les agents immobiliers avec qui on travaille et qui nous apportent une affaire reprendront évidemment la plupart des lots sur tous les projets. Okay. Même, j'ai envie de dire l'ensemble. Ça dépend vraiment quand, là, sur le projet de Saint-Brest, même l'agent immobilier m'a dit, mais attends, il y a 17 appartements à vendre. Moi, je vais pas t'en vendre 17. Hein. Je dis, bah, pas de souci, on en prend la moitié-moitié. Il me dit, ah bah franchement, ok, merci. Cool. Ouais, bah, c'est ça. Bah, donc, du coup, j'ai l'impression de lui enlever un poids. Bah, parfait. Il était inquiet sur ça, on va travailler ensemble. Et du coup, là, je lui ai dit à lui, bah, écoute, nous, tous les biens qu'on rentre à l'agence, tu peux les travailler. Donc, tous les biens qu'on va rentrer qui sont pour l'ARP, etc., tu peux les travailler toi direct. Parce que tu nous as apporté un bien et que tu rentres en fait, dans le cercle un petit peu de nos partenaires privés. Mais toi seul, hein, c'est pas Foncia qui va nous travailler nos biens. C'est toi seul qui a le droit de travailler nos biens. Avec tes acquéreurs, tu peux travailler tous nos biens. Et bon, tu as dit le nom de la marque, mais est-ce que ça va pas lui causer problème avec son employeur, ça? Non? Ah non, ils font de l'interagence. Ah, ils font de l'interagence. Ouais, non, il y a zéro problème. Okay. Je dis pas le nom de prénom de la personne, mais Foncia, ils sont partout. Donc, avant de retrouver la personne. Non, mais ce que je veux dire. Non, Foncia font de l'interagence, donc il n'y a aucun souci. Ils sont même. Il y en a, tu vois, Human et tout, ils sont un peu plus fermés sur ça pour faire de l'interagence. Et je sais que Imovance un petit peu aussi. Mais pour le coup, Foncia, ils font de l'interagence à foison. Donc, Imovance sont contre l'interagence?
Ouais, Immovance Avant d'Arc, ils sont contre l'interagence. Ah ouais. Ouais, ils nous ont déjà dit non, on fera Ok. pas d'interagence. Bon, ok. Je savais pas. Ouais, les autres ils font. Bah ouais. Ok. Ouais, c'est bon. Écoute, Mais tu non, vois, avec comme- nous on faisait pas d'interagence, on faisait mandat sup. Ouais, mais je sais qu'ils ont eu fait, mais après, bon, peut-être que je peux Ok. me tromper. On demandera. Ouais, non, mais c'est clair. Mais voilà, mais Au cas par il y en a cas, qui c'est- sont plus réticents à le faire. Oui. Pour le coup, Foncia, ils sont en mode go. Vas-y, on travaille tout le marché. Moi, le je but, pense que c'est la base tout quand même. présent. Je pense qu'ils ont la benne, surtout dans le marché actuel. Ah ouais. Et donc, du coup, quand je parle à un agent immobilier et que je lui dis tu vas pas revendre 100% des lots, mais tu vas revendre 50% et tu vas pouvoir travailler tous nos projets à nous, il prend plutôt bien. Ouais. Et ça, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Il voit que nous, il y a un intérêt aussi qu'on commercialise derrière. Donc, bref, voilà, il comprend que c'est dans le bon déroulement du projet. Et je lui dis toujours, vaut mieux prendre 60% de 100 que 0%, de 100% de 0, quoi. Quand tu prends 100% de commission mais que le projet va pas au bout, tu as travaillé beaucoup pour rien, quoi. Bon, bah écoute, en tout cas, c'est cool. Ça, je suis content que j'ai pu ouvrir ça et je pense qu'effectivement, ça a du sens par rapport à ton activité. Exactement. Mais il y a aussi une autre activité qu'on a dit au début, mais qu'on va peut-être. C'est l'accompagnement immobilier. Ouais, Partenariat avec. Alors, j'ai du mal à le dire. Honneur. Ouais. Parce qu'il y a une autre boîte dont on ne parlera pas, mais eux qui est même phonétique. Et du coup, c'est quoi un peu le truc là? Est-ce que tu peux en parler? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer, pas se passer? Exactement. Honor, en fait, c'est Brix, donc, c'est le fondateur de Brix, Cédric O'Neill, qui l'a co-créé avec son CMO, donc Johan Ross. Donc, c'est une boîte qu'ils ont créée dans l'objectif d'être la première communauté de France payante sur l'immobilier. Okay. Donc c'est cet objectif-là et ils avaient besoin d'un expert sur l'investissement locatif et ils m'ont proposé de prendre cette responsabilité-là. Et du coup, je vais accompagner la communauté de Brix qui va décider de rentrer dans le club Honneur pour leur projet d'immobilier locatif. Et donc, je vais proposer toujours mon accompagnement que j'ai aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai un accompagnement sur 6 mois, 8 heures d'accompagnement que je vends 5 000 €, où j'accompagne les personnes à réaliser leur premier investissement locatif. Okay. Et notamment les entrepreneurs, avec cette première brique-là, que je vais zapper pour le club Honneur. Cette brique entrepreneur, accompagner que les entrepreneurs, c'est trop pas leur cible, fermé, c'est pas leur cible aussi. Ouais. Donc, je vais m'ouvrir à tout leur marché et dans le but d'accompagner le plus de monde possible. Et c'est signé. Ah, c'est signé. Avec Honneur, c'est signé. On s'est engagé. On a tourné la semaine dernière des premières leçons qui vont pouvoir permettre de. Ah oui, mais et on a même tous les détails aujourd'hui. C'est-à-dire que on est sur 20 € par mois. Donc quelque chose de très très accessible pour le prix d'un abonnement à Netflix ou à une salle de sport bas de gamme. Je sais que les salles de sport elles sont aux alentours de 30 balles. Donc tu vois, pour 20 € par mois, tu as accès à une mine d'or d'informations, à un séminaire ou un mastermind par an et en plus de ça un workshop par semaine, donc animé par un expert que moi je vais ramener tous les gens de mon réseau que je connais. J'espère que tu viendras participer à un workshop présenter la rénovation énergétique, etc. Quand tu veux. Écoute, prochainement dès qu'on lance ça, je crois que ça va être lancé mi-juin. Et on va commencer les workshops, tu vois, à partir de juillet, le temps qu'il y aura quelques challenges pour lancer la communauté, etc. Le temps que la communauté soit bien présente, on va commencer les workshops et moi je sais que mon expert comptable que tu connais interviendra. On a 2-3 notaires aussi qui interviendront sur leur spécificité à chacun. Et le but, c'est d'apporter un maximum de valeur à cette communauté et qu'elle s'auto-apporte de la valeur. Abonnement, par contre. Par abonnement, ouais, exactement. Parce qu'il n'y avait pas une question aussi d'accompagnement, tu m'avais pas dit non? D'accompagnement, c'est-à-dire que... Standard Ah oui, si. En fait, en gros, pour les 20 € par mois, ils ont accès à la communauté, aux leçons qui vont être faites, mais ils n'ont pas accès à mon accompagnement. Ils n'ont pas de coaching, même par Brix ou par toi. Voilà, pour 20 € par mois, ils sont dans la communauté, ils échangent entre eux, etc. Ah oui, c'est plutôt pas mal. Et ils ont accès aux sessions FAQ, donc ils peuvent poser leurs questions. D'accord. Qui peuvent être plus ou moins personnalisées. Par contre, pour avoir un accompagnement de 6 mois, là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Mais c'est quelque chose que vous avez proposé. Et qu'on va proposer avec Honneur, et c'est moi qui vais le porter, ce projet-là. Et pour les clients de Honneur qui passeront directement par la plateforme, ils auront 1 heure en plus offerte. Okay. Donc au lieu de 8 heures, ils seront à 9 heures sur l'accompagnement. Et où moi, je prendrai toujours des personnes en direct à 8 heures sur l'accompagnement. Donc autant rejoindre le club Honneur pour 20 € par mois. Je pense qu'il y aura un avantage certain avec ça. Et moi, le projet me plaît tellement
J'avoue que ça faisait beaucoup de projets avec le marchand de biens, etc. Mais le projet me plaît tellement que je me suis dit, il ne faut pas louper cette opportunité-là d'apporter un maximum de valeur pour 20 € par mois dans la démocratisation finalement de l'investissement locatif. Je trouve ça génial. Je me suis dit, ça me prend au trip aussi. Et je partageais les valeurs qu'ils portent, de me dire, ok, on va pouvoir démocratiser l'investissement locatif à un maximum de personnes. Parce qu'il faut dire qu'il a quand même une sacrée communauté, hein, Cédric Brix. C'est la plus grosse communauté en France, ils sont 320 000. Ah ouais. 320 000 dans la communauté gratuite aujourd'hui. Et le but, c'est d'avoir 2500 personnes dans la communauté payante, du coup à 20 € par mois, là, pour avoir un maximum de valeur et pour pouvoir investir dans des coachs, dans des experts, pour aussi apporter et faire travailler cette communauté-là. Je pense que ceux qui vont écouter le podcast, il y a une espèce de valeur, en tout cas, c'est énorme parce que on pourrait aussi terminer ce podcast en disant que quand même tu es podcasteur. Ouais. Hein, bien on va sûr. quand même, avant de. J'oublie des fois. Non, mais c'est un peu une passion commune qui nous anime tous les deux. Clair, c'est-à-dire que, voilà, et disant deux mots là. Ouais, bien sûr. Le podcast ça, Tous Entrepreneurs aujourd'hui qui est dans le top 10 des podcasts sur l'entrepreneuriat. Ah ouais. Donc c'est vrai que. Je suis les stats et tout, ouais, c'est normal. Un tout petit peu rapidement. Fait, en fait, le truc, c'est que j'ai un sponsor, donc je suis obligé de lui retranscrire un petit peu toutes les données. Donc aujourd'hui, on regarde sur YouTube, on regarde sur les stats aussi de podcasts. Donc voilà, il est régulièrement dans le top 10 des podcasts sur l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai aussi un sponsor et une personne à temps plein qui s'occupe du podcast et de le gérer, de communiquer dessus, etc. Bon, en tout cas, félicitations. Ouais, et c'est c'est une cool. vraie passion parce que tu as 1 heure de cours finalement par semaine. Ouais. Parce que moi, je le prends comme ça. J'interviewe la personne et je lui pose toutes les questions que je veux pour avoir un maximum de valeur. Et c'est ce que j'adore, c'est une passion pour le coup. Ok, Maxime, écoute, on va peut-être clôturer cet épisode parce qu'il est dense. Ouais, mais je sais pas combien de temps ça fait, mais... Je sais pas non plus, mais c'est pas très grave. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié dont tu aurais voulu parler, un truc que non? Non, écoute, on a tout dit. Ouais, franchement, non, on a tout dit. On a beaucoup parlé. Je crois. Ça, c'est clair. Mais c'était très intéressant. Merci en tout cas à toi pour l'invitation et hâte d'avoir le retour de nos éditeurs. Bon, bah écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais bon, on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Le premier, c'est de me faire des retours. Je réponds à tout, croyez-moi. Le deuxième, c'est une newsletter. On parle immobilier bien évidemment, stratégie immobilière, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou si tout simplement vous pouvez découvrir l'avancée de notre aventure chez Greening. Le troisième moyen, c'est qu'on est expert en investissement locatif. On accompagne les particuliers à investir sous 2 verticales. Soit clé en main, on fait tout, chasse, rénovation, ameublement, gestion locative, ou avec notre accompagnement en plusieurs sessions. C'est vous qui faites, mais on est à vos côtés à chaque étape. Voilà, de toute façon, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.